C'est l'heure de dormir maintenant. Oh non! Attends 5 minutes, j'ai pas fini mon niveau. Monsieur, c'est combien ça? C'est 6,90 €. Dès l'enfance et tout au long de sa vie, chacun peut tomber dans la spirale de l'addiction. Mais qu'est-ce que l'addiction? C'est une maladie. Une maladie reconnue et chronique, c'est-à-dire une maladie qui s'inscrit dans le temps. Comment la diagnostiquer? Par une perte de contrôle d'un comportement qui persiste malgré ses conséquences négatives. Quoi, t'as jamais essayé? T'as peur ou quoi? Allez, tu as l'âge maintenant, tu as droit à ton premier verre de champagne. Quoi, t'as jamais essayé? Mais vas-y, essaye, c'est cool. Dès l'enfance, à l'adolescence ou à l'âge adulte, les occasions de céder à ces habitudes addictives et dangereuses ne manquent pas. Et s'il est facile d'y céder, il est souvent difficile d'en sortir. Mais des solutions existent. Les consultations, la psychothérapie, les hôpitaux de jour, les solutions médicamenteuses ou bien encore les hospitalisations pour sevrage. Avant ces dispositifs, la prévention joue un rôle décisif pour informer sur les substances et les comportements addictifs et leurs conséquences. Mais les structures qui portent ces actions ont besoin de soutien. C'est pourquoi, pour sa 17e édition, l'opération À tout soleil a choisi le thème « Génération Zéro Addiction ». En 2024, À tout soleil met en lumière 15 projets associatifs qui luttent contre les addictions pour prévenir, transmettre et accompagner les plus jeunes à travers 3 axes principaux. Lutter contre les pratiques addictives des plus jeunes, reconnaître l'addiction et la soigner, se libérer des addictions et se projeter dans l'avenir. Parce que soutenir une génération zéro addiction commence par la prévention, se renforce par l'accompagnement et se pérennise par des actions durables. Bonjour et bienvenue à tous. Meilleurs vœux, bonne santé pour 2025, plein de bonnes choses. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour ce 3e volet de cette série sur les addictions. Cette année, comme le dit la vidéo, l'opération À tout soleil, organisée par nos épaules et vos ailes, en collaboration avec Générali et la médicale, a choisi ce thème Génération Zéro Addiction. Et je suis ravi d'ailleurs d'accueillir, elle est chargée de mécénat et de communication pour GPMA, nos épaules et vos ailes, Cali Boris. Salut Cali. Bonjour à tous. Welcome. À toutes. Bonne merci année. Philippe, merci à toi aussi. Donc on a commencé par cette vidéo qu'on a d'ailleurs qui a été diffusée à l'occasion de cette grande soirée. C'était le 3 décembre dernier. Les 15 associations lauréates étaient sur scène, étaient récompensées. Alors, un petit retour sur cette soirée, Cali. En effet, une très belle soirée qui a eu lieu début décembre. On a accueilli près de 200 personnes lors de cette soirée. Une soirée qui a marqué tout le monde, je pense, notamment par les témoignages des 15 associations lauréates qui ont témoigné de leurs actions, qui ont été récompensées pour ces actions dans la lutte contre les addictions. Donc une très belle soirée riche en émotions. Alors, l'après-midi, il y a eu cette soirée-là, mais l'après-midi aussi, les associations ont été conviées à partir de 14 h sur des ateliers, pour expliquer. Parce que ça Tout à fait. Tout à fait, À tout soleil, en effet, c'est une soirée, mais pas que, c'est aussi une après-midi pour accompagner justement les associations qui ont été lauréates pour cette année-là. C'est un accompagnement pour aider les associations à aller plus loin, notamment dans leur recherche de financement, avec un atelier sur la levée de fonds, un atelier sur l'apprentissage du pitch pour savoir parler de son projet, un atelier sur la communication sur les réseaux sociaux. L'idée étant de donner les clés aux associations pour aller plus loin dans leur recherche de financement. Et au-delà des ateliers, À tout soleil, c'est aussi un accompagnement en relation presse pour les associations lauréates et notamment un photoreportage pour illustrer les actions des associations. Le retour a été positif des associations. Tout à fait. C'est des ateliers qui vraiment leur servent et leur sont utiles dans leur financement. Tous les cas sont derrière leur écran et on vous salue. Alors aujourd'hui, dernier thème, on va se pencher sur les solutions et les accompagnements des personnes addictes. C'est le 3e thème, le 3e webinaire qui va clôturer cette édition 2024. Alors, 2025, c'est quoi? On connaît déjà le thème ou pas encore?
On travaille sur le thème. En effet, on clôture aujourd'hui l'édition 2024 d'Atout Soleil. Le thème, en effet, on travaille dessus. On va le connaître début avril. Donc, je vous donne à toutes et tous rendez-vous le 7 avril. Le 7 avril, à noter dans les agendas, pour connaître le thème de l'édition 2025, où seront à nouveau récompensées 15 associations lauréates. Mais d'ici le 7 avril, comment les faire patienter, ces associations? Eh ben, on a plein d'informations, plein d'actualités. Nos épaules et vos ailes, au-delà d'Atout Soleil, soutient aussi d'autres associations. Donc, pour vous tenir au courant de toutes ces informations-là, on vous invite soit à nous suivre sur les réseaux sociaux, soit à vous abonner à la newsletter. On va vous mettre le lien dans le chat pour vous abonner et pour patienter d'ici le 7 avril. La newsletter. Merci Camille. Merci beaucoup, bon visionnage à toutes et à tous. Merci bien. Alors on va accueillir pour la 3e fois, il nous fait l'honneur d'être encore avec nous. Il était présent aussi, il était présent en tant que jury, présent au jury Atout Soleil, il était présent aussi en tant que grand témoin de la soirée du 3 décembre à Atout Soleil. Merci, on accueille, sur le petit jingle, le docteur Jean-Victor Blanc. Jean-Victor, alors 3e webinaire, on peut se tutoyer, déjà au 2e je te tutoyais déjà. Ravi, merci en tous les cas d'être une 3e fois avec nous. On va parler de solutions en même temps sur les addictions. Je vous précise pour certains qui ne connaissent pas médecin psychiatre, vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine, spécialisé, tout le monde a compris, dans la prise en charge des addictions. Vous êtes aussi enseignant à Sorbonne Université, et auteur de ces deux ouvrages, Pop and Psy et Addict, qui est sorti récemment. Alors c'est un angle assez spécial pour parler quand même de quelque chose de sérieux, les addictions, cette maladie, les addictions. Pourquoi avoir choisi cet angle de la pop culture pour parler? C'est une façon de vulgariser peut-être? Bien sûr, l'idée d'utiliser la pop culture, c'est venu du fait qu'en fait, on a beaucoup de représentations dans, si vous faites l'exercice, quasiment tous les films, toutes les séries que vous allez regarder aujourd'hui apparaissent l'alcool, les drogues, le jeu pathologique, l'addiction au sexe. Et en fait, l'idée, notamment pour le sujet spécifique des addictions, ça va être d'éveiller le regard, de prendre conscience aussi de la force et de la puissance des représentations, parfois sur un versant négatif, parce qu'on sait que plus on va regarder de la consommation à l'écran, dans des films, des séries, plus on est soi-même à risque de consommer, mais aussi les nouveaux modèles qui sont en train d'émerger, la place du soin, la place de la psychothérapie, l'espoir aussi, le rôle des familles, et donc avec Pop et Psy au sens large, l'idée c'est vraiment d'utiliser cette pop culture qui est très populaire, des références, de choses qu'on peut voir sur Netflix ou au cinéma, pour finalement éduquer sur la question de la santé mentale qui est, comme vous l'avez bien rappelé depuis le début de ces séminaires, centrale. Addict et Pop and Psy. Et il y a aussi un festival. Rapidement, un festival Pop. Exactement. Pourquoi un festival? Alors un festival pour réunir justement des associations, des professionnels, des personnes concernées, mais aussi des artistes. On a reçu par exemple Judith Godrèche, Fari ou Jérémy Ferrari qui justement parlaient de ces problèmes d'addiction dans un espace qui est inclusif. C'est un festival qui est gratuit, qui est accessible à tous. Ça a lieu au Grand Contrôle chaque année. Rendez-vous déjà cette année en 2025 du 10 au 12 octobre avec peut-être des partenariats. On pourra en reparler. En tout cas, on serait ravis de vous accueillir et d'accueillir aussi Generali parmi nos partenaires avec cette idée, cette ambition de faire un grand temps à la fois festif mais évidemment scientifique d'information sur la santé mentale en utilisant les arts au sens large, puisqu'il y a aussi une exposition, il y a des projections, il y a des ateliers et il y a un village des solutions dans lesquels on accueille une dizaine d'associations innovantes sur la santé mentale. D'accord. Alors, lors des premiers webinaires, pour ceux qui ne les avaient pas vus, je vous rappelle que vous pouvez aller les retrouver sur la chaîne YouTube de l'Union Notation de nos épaules et vos ailes. Dans le premier webinaire, on a pu comprendre ensemble en fait ce qu'est la maladie, l'addiction. On a essayé de comprendre un petit peu. On l'a vu d'ailleurs un petit peu dans cette vidéo. Il nous a expliqué aussi qu'on n'est pas tous égaux face à ces addictions et que certains facteurs pouvaient se déclencher, pouvaient même déclencher une ou plusieurs addictions. Pour s'en sortir, il ne faut pas être tout seul, il vaut mieux être accompagné. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir quelles sont vraiment les solutions concrètes pour s'en sortir et on va parler aujourd'hui ensemble. Alors,
Avant de commencer, on a souhaité les bons vœux, les bons vœux. C'est marrant, mais chaque année, au mois de janvier, il y a le fameux Dry January. Alors, j'aimerais qu'on en parle ensemble. Aujourd'hui, le Dry January, que penses-tu justement de ce défi Dry January? Est-ce que c'est un moyen de sensibiliser sur une porte d'entrée, une prise de conscience sur les addictions? Et est-ce que ce Dry January permet de changer les comportements? Le Dry January, c'est une expérience qui est assez récente, qui vient du Royaume-Uni, qui est en train de s'installer en France malgré les réticences, notamment du milieu politique, qui ne soutient pas, malheureusement le gouvernement ne soutient pas cette initiative. Moi, je la trouve très intéressante, puisque c'est en fait s'offrir une occasion d'expérimenter ce que c'est que la vie sans alcool ou avec moins d'alcool. C'est aussi un temps fort puisqu'on va en parler, c'est assez relayé dans les médias et c'est l'occasion, lorsqu'on le fait, de voir ce que c'est que passer une soirée, partager une galette des rois, partager un pot avec ses collègues ou ses amis sans alcool. Ce qui est important de savoir, c'est que le Dry January, il s'adresse aux personnes qui n'ont pas un problème d'addiction. Parce que s'il suffisait d'attendre le Dry January pour se sevrer d'une maladie alcoolique, évidemment, ce ne serait pas une maladie. Donc ça, c'est important parce que souvent, notamment les détracteurs du Dry January vont dire « Ah, mais ça ne sert à rien de faire un mois sans alcool, il faut arrêter toute l'année, etc. » Non, c'est vraiment une sorte de sensibilisation. C'est aussi un temps qui est assez intéressant parce que pour les patients qui justement sont dans une démarche d'abstinence, c'est le seul mois dans lequel on leur fout la paix parce que justement pendant les pots traditionnels de vœux, quand ils disent non je bois pas d'alcool, tu fais le Dry January, moi aussi, on voit que ça soulève moins de suspicion et d'injonction à la consommation. Et puis le dernier élément, c'est que on le voit aussi dans les réactions que ça peut susciter, parfois assez violentes. Ah bon, tu bois pas d'alcool, t'as un rabat-joie, c'est pas sympa, c'est pas convivial, etc. On voit aussi, en fait, on mesure à quel point les habitudes sont encore très ancrées sur la consommation d'alcool, alors que, et contrairement là aussi à ce qu'on va entendre, le choix de faire le Dry January, c'est un choix qui est personnel, on n'impose rien, on ne dit pas on arrête la vente d'alcool dans les supermarchés ou restaurants, c'est juste soi-même, on dit moi j'ai pas envie de boire d'alcool, et pour autant, on voit que pour certaines personnes, c'est pas évident. Alors justement, tu en parles dans ton deuxième livre, dans Addicts. Dis-toi, tu le fais personnellement? Alors, je l'ai fait 1 an. Et pourquoi tu l'as fait justement? Alors, parce que c'était l'idée de me mettre ce challenge et puis de voir aussi finalement à quel point c'est compliqué pour les patients à qui quelque part je demande ça. Alors même si c'est leur volonté et que je les accompagne dans l'abstinence, c'est vrai que c'est mis dans la mesure exactement et on mesure justement tout ce que j'ai dit, la violence des réactions, le fait que on voit bien à un moment que une soirée où tout le monde boit de l'alcool, au bout d'un moment quand on n'en a pas bu, on a aussi un regard assez lucide sur finalement les effets de l'alcool. On a l'impression que les gens répètent un peu toujours la même chose, s'esclavent de rire alors que c'est des choses qui ne sont pas forcément très drôles. Enfin, il y a quand même un côté de réalité qui est assez impressionnant. Et c'est vrai que j'en ai gardé 2 choses. Honnêtement, j'ai trouvé ça difficile, notamment son caractère systématique, même si c'est que 1 mois, donc toute proportion gardée. Mais c'est vrai qu'il y a certaines occasions, il suffit qu'il y ait un anniversaire qui tombe là, etc. C'est honnêtement, c'est pas si facile. Et 2, beaucoup d'admiration justement pour les patients que je suis et puis les personnes au sens large qui font le choix de l'abstinence parce qu'ils ont eu une maladie addictive et pour qui le Dry January c'est perpétuel, quoi. Et donc c'est vrai que ça aussi, je trouve, remet un peu les idées en place par rapport on en a un petit peu parlé les 2 autres séminaires, mais toutes les idées reçues qu'on a sur les personnes addictes, qui seraient faibles, qui manquent de volonté, etc. En fait, on voit que c'est plutôt l'inverse, quoi. Merci pour ta franchise. Alors, cette année, Atout Soleil a récompensé beaucoup d'associations qui mènent des actions de prévention auprès des jeunes. Nous avons par exemple l'association Albatros, qu'on a vu sur scène, qui va vers les jeunes via un bus de prévention. On a G-Addiction aussi, qui sensibilise d'une façon ludique. Je me souviens du dossier à travers un escape game, ou encore Voisin Malin qui sensibilise en porte-à-porte. Jean-Victor, quel est l'impact de la prévention? Est-ce qu'on remarque plus ou moins une évolution, plus il y a une vigilance, plus le risque diminue?
La prévention, elle est essentielle parce que alors c'est toujours pour le coup une question en santé publique, notamment de où on met l'effort. Est-ce qu'on met l'effort sur une petite portion de la population qui est déjà malade, mais pour lequel on sait qu'il va falloir énormément d'efforts, d'investissement. Et quand je parle d'efforts et d'investissement, c'est évidemment en temps, en ressources professionnelles, également en argent, puisque tout ça, évidemment, a aussi un coût. Est-ce qu'on met, du coup, l'accent sur ces personnes-là, donc ça va être très difficile de s'en sortir, ou est-ce qu'on met l'accent sur, finalement, la population générale pour justement prévenir ? On sait que, comme le dit le dicton, c'est plus facile de prévenir que de guérir. Alors évidemment, ça ne veut pas dire en fait que ces deux notions, elles sont malheureusement souvent opposées, mais en fait il faut faire les deux. Ce qui est essentiel dans la prévention, c'est que c'est beaucoup plus facile, c'est vrai, de finalement empêcher la maladie addictive d'arriver, empêcher les réflexes, la routine, la dépendance aux substances d'arriver, que de s'en sortir une fois que la maladie est déjà installée. D'où l'intérêt de cette prévention, d'où l'intérêt aussi, et c'est ce que les associations ont montré, d'utiliser plein de manières de parler, parce que en fait, il n'y aura jamais une prévention qui s'adaptera à tout le monde. Ça, c'est des choses qui ont été un petit peu essayées, des grandes campagnes de santé publique qui s'adressent à tous avec le même ton. Ça a un petit effet, voilà, le spot à la télé, mais qui reste quand même très modeste. En revanche, des préventions ciblées, notamment avec ce qu'on appelle les pairs, c'est-à-dire des jeunes qui vont parler à d'autres jeunes, des collègues qui vont parler à d'autres collègues, des médecins qui vont parler à d'autres médecins. Ça, en fait, c'est beaucoup plus puissant parce que c'est beaucoup plus incarné qu'un message descendant, voilà, il faut boire 2 verres maximum d'alcool par jour. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce message il n'est pas important, mais en fait, si on veut aller plus loin, il va falloir passer par justement des initiatives qui vont être plus modernes, et notamment c'est les initiatives que vous avez choisi de soutenir. Alors c'est vrai que les associations font un boulot colossal sur la prévention, et il y a elles ont un vrai rôle à jouer dans cette lutte contre les addictions. Certaines associations proposent même, et on l'a vu avec Bergerie de Berdine, la Bergerie de Berdine, des solutions de prise en charge en fait pour les addicts qui proposent en fait sans contrepartie financière et sans durée un hébergement. Alors c'est peut-être bien, mais comment compléter ce parcours-là ? Bien sûr, ça va être là aussi une pièce du puzzle. Ça va évidemment pas être pour tout le monde, parce que la bergerie, même si elle a l'air très chouette, j'ai pas eu la chance d'y aller, mais c'est un endroit qui est modeste. Enfin, évidemment, tout le monde ne pourra pas aller dans cette bergerie. Néanmoins, ça va répondre à des besoins très spécifiques. Souvent, ces séjours qui sont assez longs, qui sont, on va dire, un peu en dehors des habitudes de la personne, parce que là, c'est une solution d'hébergement à temps complet, etc. Elles ont vraiment leur place, notamment dans des parcours de rétablissement qui vont être assez longs, c'est-à-dire après, par exemple, un parcours hospitalier, après, parfois, ce qu'on appelle une maison de post-cure. C'est des endroits qui vont pouvoir permettre à la personne de rester longtemps loin des produits, de aussi reprendre finalement une vie, un travail, d'investir des choses, notamment il me semble que c'est autour de s'occuper, donner des soins à des animaux, etc. Et donc ça va être essentiel pour certaines personnes qui ont vraiment un parcours de rétablissement qui s'annonce, on va dire, assez long. C'est une pièce du puzzle parmi d'autres, comme par exemple les hôpitaux de jour, où là on est dans quelque chose qui est un petit peu plus proche de la ville et de l'habitat, puisque on est là tous les jours, etc. Alors, la reconstruction, et tu le dis dans les 2 premiers webinaires, ça va être longue, elle peut être plutôt longue, plutôt difficile. Certains environnements permettent de mieux s'en tirer ou sortir avec moins de difficultés. On a parlé avec aussi l'association, par exemple, EPIS 82, qui a été récompensée par son projet, Travail alternatif payé à la journée, qui permet aux jeunes de se réinsérer progressivement dans le travail. Est-ce que, justement, la réinsertion professionnelle peut être une des clés à la guérison ? Alors là, c'est une très bonne question qui est complexe. Encore une pièce du puzzle. Également, une pièce du puzzle. Il y a, on va dire, 2 choses. À la fois, le travail peut est quand même un facteur de stabilité et de meilleure santé mentale. Alors, on sait que les personnes qui ont un emploi sont statistiquement en meilleure santé physique et meilleure santé psychique que ceux qui sont en dehors de l'emploi. Finalement, l'emploi, c'est quelque part un phénomène qui va être protecteur vis-à-vis de la santé mentale.
pour plein de raisons, parce qu'aujourd'hui, ça nous donne un sens à l'existence, un rôle dans la société, des choses, des modèles qu'on peut critiquer en disant oui, bah voilà, c'est une manière très capitaliste de voir la vie, etc. En tout cas, pour l'instant, c'est le modèle dans lequel on vit, avec lequel on compose. Donc, c'est vrai que pour la plupart des gens, c'est plutôt un atout d'avoir un travail. Et à l'inverse, les patients que je reçois qui vont être en dehors des situations de l'emploi, contrairement là aussi aux idées reçues, ils vivent ça avec plutôt beaucoup de culpabilité, cette marginalité imposée, c'est pas évident de rencontrer des gens quand on n'a pas d'emploi. Enfin, c'est vraiment la question, voilà, tu fais quoi dans la vie, qui peut paraître très banale, mais qui, lorsqu'on est en marge de ça, bah, finalement, c'est une question qui est vécue avec pas mal de douleur. Donc, c'est vrai qu'avoir un travail, c'est plutôt un bon facteur pour la santé mentale. Néanmoins, évidemment, pour certaines personnes, on sait que c'est pas possible. Et donc, il ne s'agit pas non plus de faire une injonction, parce que parfois, alors ça peut être le cas de différents handicaps, psychiques ou physiques, ou les deux, mais en fait, parfois, la maladie est trop forte, et à un moment, le travail doit être suspendu, ou la personne ne peut pas arrêter, ne peut pas travailler, soit de manière temporaire, donc dans ces cas-là, on va mettre en place ce qu'on appelle un arrêt maladie ou un congé longue durée, lorsque ça s'étale un peu, soit parfois de manière permanente, où en fait le travail reste quelque chose de trop stressant et que la personne n'est pas capable de faire, et que essayer à tout prix de la faire travailler, c'est finalement la mettre en échec. Dans ces cas-là, pour le coup, on est plutôt sur des modèles de mesures type allocation adulte handicapé ou ce type de choses. D'accord. Alors, avant de penser à la réinsertion, il est essentiel d'abord de se soigner, tu viens justement de le dire. Concrètement, vers qui se tourner lorsqu'on est addict, ou vers qui peut-on orienter un proche addict? Alors, dans un monde idéal, on va présenter un certain nombre de panels de solutions, et ensuite, évidemment, ça va être à chacun de s'adapter à sa solution. Dans un monde idéal, le premier recours, ça reste le médecin traitant, parce qu'il connaît bien, et il y a un lien de proximité avec le patient, parce qu'il va permettre d'avoir une vision un petit peu à 360 degrés, parce que comme on l'a vu dans les autres séminaires, l'addiction, c'est une maladie qui est particulière, puisque à la fois c'est une maladie psychique, c'est une maladie du cerveau, et néanmoins elle a des conséquences physiques. Voilà, l'alcool, ça donne des problèmes au foie, des problèmes au cœur, ça augmente le risque de cancer, etc., etc. Donc c'est bien que le médecin généraliste, il voit à la fois la part, on va dire, addictive, mais aussi qu'il fasse un bilan, on va dire, au niveau de la santé générale, une prise de sang, parfois d'autres examens plus poussés, etc. Après, si besoin, il y a ce qu'on va appeler les soins spécialisés en addictologie, et là, il y a différents cadres. Dans le système public, il y a le système qu'on appelle les XAPA, qui sont des centres de consultation ambulatoires, qui sont des centres gratuits, qui dépendent du système public, qui sont dits, alors là c'est une petite subtilité, mais pour ceux qui connaissent, non sectorisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, géographiquement, hein, c'est ça. Exactement, on n'a pas besoin d'habiter tel quartier pour aller dans tel XAPA. Après, évidemment, il s'agit d'aller dans le XAPA qui est plus facile, le plus proche de chez soi, mais les XAPA sont, donc on peut accueillir comme ça les patients sans contrainte géographique, sans contrainte financière. Dans les XAPA, il y a des addictologues, des psychiatres, des psychologues, des éducateurs, des infirmiers, des assistants sociaux, etc. Tout un ensemble de professionnels qui ensuite vont répondre aux différentes problématiques. Toute addiction. Toute addiction. Alors certains XAPA sont spécialisés dans un type d'addiction, d'autres prennent toutes les addictions. Donc ça, c'est vraiment à voir, et notamment en appelant le XAPA, on peut avoir facilement des informations. Certains XAPA reçoivent également les familles, sans les patients, parfois. Parfois, ils insistent pour que le patient soit d'accord, mais on le sait, dans certaines situations de blocage, c'est pas possible. Et puis ensuite, il va y avoir tout le système, on va dire, hospitalier et de consultation. Hospitalier, ça peut être l'hôpital de jour, dont on a dit un mot tout à l'heure, l'hôpital temps plein, où là, c'est une cure de sevrage, et ensuite, le suivi, qui peut être là aussi, soit à l'hôpital, en XAPA, ou en libéral. Donc ça va être l'ensemble des solutions possibles, et en général, en fait, ça va être en fonction de où en est le patient dans le parcours de soins qu'on va un peu situer et proposer différentes solutions, sachant que le quand même point commun, ça va être le suivi, parce que, on l'a dit, l'addiction c'est une maladie chronique, et donc même si l'hospitalisation va être un moment indispensable, ce sera qu'un temps dans la vie de la personne, d'où l'idée de cet accompagnement au long cours.
N'oubliez pas de poser bien sûr vos questions. Vous avez la chance d'avoir pour la dernière fois un dernier webinaire avec Jean-Victor Blanc. Alors, le parcours de soins, il peut être complexe à comprendre pour une personne addict ou, je dirais, pour une personne de l'entourage. Quelles sont les étapes de guérison d'une personne addicte? Quels sont les traitements existants pour se soigner, médicaments, thérapie? Tu en as parlé un petit peu, tu as parlé des hôpitaux de jour. Mais voilà, chronologiquement, les étapes. La première étape, ça va être la rencontre avec les soins, sous la forme d'une consultation avec un médecin traitant, avec un addictologue, pour déjà en fait essayer de prendre en compte la problématique, voir où en est la personne. Ensuite, on va dire, s'il y a vraiment une dépendance, notamment une dépendance physique, il va y avoir la période dite du sevrage, qui peut être à l'hôpital, en clinique ou parfois à la maison, sous certaines conditions, c'est-à-dire que c'est le moment où on arrête la substance et on met ce qu'on appelle des traitements de sevrage qui vont être des médicaments transitoires le temps que la personne arrête les substances pour éviter notamment certains symptômes. Dans le cas par exemple de l'alcool, si on arrête brutalement l'alcool, ça va donner des sueurs, des tremblements, ça peut donner des problèmes qui vont aller jusqu'à la crise d'épilepsie ou le décès. Donc il ne faut pas arrêter, surtout chez quelqu'un qui a consommé beaucoup d'alcool pendant des dizaines d'années, il ne faut pas arrêter brutalement et surtout pas sans traitement de sevrage. Donc ça c'est la première phase qui alors, est souvent impressionnante, les personnes concernées se disent ça va être horrible. Finalement, c'est une période qui se passe plutôt bien à partir du moment où il y a un suivi, un traitement, un accompagnement, et qui est assez courte. En général, au bout d'une 10-15aine de jours, le corps se réhabitue à vivre sans alcool, et on arrête également les traitements du sevrage en alcool. Donc au bout de 10 jours, la personne, son corps a réussi à vivre sans produit. Une fois qu'on a dit ça, il va se passer le reste, c'est-à-dire les traitements du maintien de l'abstinence, et ça va passer par effectivement la psychothérapie, pour en fait comprendre les vulnérabilités, comprendre ce qui a fait que avant d'être dépendant, il y avait en fait la personne avait besoin de substances pour affronter son quotidien. Est-ce que c'était du stress, est-ce que c'était de la dépression, est-ce que c'était un autre trouble psychique? Donc il va y avoir ce volet-là, et il va y avoir parfois des traitements dits de maintien d'abstinence qui vont aider la personne à ne plus avoir envie de consommer, et puis ensuite l'accompagnement au long cours avec le psychiatre, addictologue ou le médecin traitant. Le taux de réussite, on a des chiffres, je pense, sur le taux de réussite d'un premier séjour. Tu parlais de l'addiction à l'alcool, par exemple. Un séjour à l'hôpital, justement, quel est le taux de réussite après un premier séjour? Alors c'est difficile de dire parce que ça va vraiment dépendre de la sévérité de la maladie, est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est la deuxième, troisième, xème fois qu'il y a un sevrage, des soins qui vont être proposés après. Donc on n'a pas tellement de chiffres comme ça qui seraient globaux. Ce qu'on sait, c'est que plus on essaye et le nombre de tentatives de sevrage est associé à un plus grand facteur de réussite. Donc plus on essaye, plus on a des chances d'y arriver. Et on le sait aussi, alors c'était des chiffres je crois sur le cannabis qui montraient qu'après un sevrage en cannabis à 1 an, il y avait quand même 30% des personnes qui ne consommaient plus du tout. On peut se dire que c'est pas beaucoup, 1 sur 3, et en même temps c'est déjà pas mal. À 1 an, c'est-à-dire qu'un tiers ne consommait plus du tout. Ce qu'on voit aussi, et d'où l'intérêt aussi de Pop et Psy, c'est que souvent, ce qui va être compliqué pour la personne, après un parcours de soins qui, on l'a vu, peut être long, peut être coûteux en énergie, en temps, finalement, après ce temps-là, il va se trouver confronté à l'extérieur, effectivement aux injonctions à la consommation de substances, aux choses qui ont pu aussi participer à l'addiction, donc un stress au travail, des problèmes au niveau familiaux, etc., des vulnérabilités, et que cette période-là, elle est souvent assez violente et que c'est souvent là où il va y avoir des rechutes. Aussi parce qu'on a cette idée reçue, qui est encore très fréquente dans la population en général, qu'à partir du moment où on a un problème d'addiction, on sera toujours un addict, on rechutera forcément, et que cette projection en fait, sur la personne de dire de toute façon, c'est sûr que tu vas rechuter, en fait c'est le meilleur moyen d'accélérer la rechute. Là-dessus, il y a un très beau film d'un réalisateur norvégien qui s'appelle Oslo 31 août, que je vous conseille, qui justement en fait montre la première journée pour un jeune homme norvégien qui sort d'une cure de sevrage et qui se retrouve, du coup on suit à travers lui, en fait
aussi la souffrance que sa maladie addictive a pu générer dans son entourage, dans sa famille, au niveau du travail, etc. Et que finalement, on voit bien que c'est très compliqué finalement de rester, de devenir abstinent. On comprend bien les étapes sur la guérison. J'aimerais qu'on revienne juste sur on a parlé au dernier webinaire, mais le rôle des médicaments. Est-ce que justement il y a une évolution, une progression? Est-ce que les médicaments sont plus efficaces aujourd'hui par rapport à avant? Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de nouveaux médicaments en addictologie. Il faut savoir que les médicaments ils sont pour le coup spécifiques à un produit. Les médicaments de l'alcool ne marchent pas pour les opiacés comme par exemple la codéine ou l'héroïne, ne marchent pas pour le cannabis, etc. Donc pour le coup chaque traitement va avoir une substance et malheureusement, on le sait, la recherche en santé mentale est plutôt désinvestie, notamment des industriels et de l'industrie pharmaceutique, parce que c'est compliqué de mettre en place pour toutes les raisons qu'on a vues. La maladie addictive est compliquée, la traiter c'est compliqué également, mais aussi pour des raisons politiques. Aujourd'hui, le système a été fait de sorte que faire de la recherche et lancer des médicaments pour le traitement du cancer ou des maladies rares orphelines est beaucoup plus rentable pour l'industrie pharmaceutique que faire des médicaments pour la santé mentale. Et donc, alors souvent on dit ah oui la santé mentale c'est une histoire de labo. Non, en fait les labos ils n'en ont rien à faire de la santé mentale parce que ça ne rapporte pas d'argent. Donc c'est une question très pour le coup financière. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de médicaments qui sortent en ce moment. Après, il y a des traitements qu'on connaît du coup depuis 10, 20, 30 ans parfois et qui sont toujours efficaces avec deux grandes classes. Les traitements du sevrage et les traitements du maintien d'abstinence. On pourra ajouter une troisième classe, on va dire les traitements dits de substitution. C'est le cas pour le tabac. Tout le monde connaît les patchs, nicotine, etc., les gommettes, etc. Donc où en fait on donne juste la substance et pas tout ce qui va aller avec, et notamment les goudrons, etc., qui sont toxiques, parce que finalement la nicotine en elle-même, c'est pas une substance qui est si toxique que ça, elle est très addictive, mais c'est pas elle qui donne les cancers, c'est pas elle qui donne les problèmes cognitifs, etc. Également, l'autre classe de traitement de substitution, c'est les substitutions pour les opiacés, le fameux buprenorphine, ou le nom commercial c'est le Subutex, et la méthadone, qui sont donc des médicaments qui vont en fait avoir un peu les mêmes effets que l'héroïne, la codéine, la morphine, mais stables dans le temps et qui vont permettre à la personne en fait que sa vie ne soit plus dirigée par la recherche de la consommation et la consommation. Les opiacés, c'est la grande addiction chez les Américains. Les opiacés, c'est effectivement l'épidémie, c'est plus de 100 000 décès par an, donc c'est vraiment énorme, c'est vertigineux. C'est quelque chose du coup qu'on voit aussi beaucoup dans la pop culture, parce que beaucoup de célébrités sont décédées d'une addiction et d'une overdose d'opiacés, ne serait-ce que Avicii, dont il y a un documentaire là qui vient de sortir qui revient sur son histoire sur Netflix, mais aussi le rappeur Mac Miller, l'acteur Heath Ledger. Donc il y a eu beaucoup. On voit aussi ça dans beaucoup de films parce que forcément quand on discute avec des Américains, chacun quasiment dans son entourage connaît quelqu'un qui est décédé d'une overdose d'opiacés. Pour l'instant, on n'a pas encore ce phénomène en France. Ça reste, alors c'est en légère augmentation, donc évidemment ça incite à la vigilance, à la prudence, mais on est très très loin de la situation catastrophique des États-Unis. Il est incroyable sur la pop culture. Alors, on l'a rappelé sur les derniers webinaires, l'importance justement du soutien de l'entourage qui est essentiel pour soutenir la personne addicte dans le processus de guérison. Comment justement est-ce qu'on intègre la famille, les proches dans ce parcours de soins? Sont-ils également aussi pris en charge ou formés? Peut-on parler d'aidants quand on parle des proches d'addicts? Bien sûr, c'est tout à fait un rôle d'aidant avec la charge et la complexité que le rôle d'aidant contient, évidemment. On va dire que ça va être à plusieurs niveaux. Alors, moi, ce que je fais quasi systématiquement, je propose à tous les patients que je suis de faire au moins un entretien avec l'entourage. Donc, au sens large, ça va être l'entourage que la personne a envie d'impliquer. Parfois, c'est la famille, parfois, c'est les parents, parfois, c'est le ou la conjointe, parfois, c'est les enfants. Enfin bon, ça va dépendre vraiment parce qu'ils sont essentiels dans la prise en charge. Parce que aussi, en termes diagnostiques, de compréhension de la situation,
l'entourage apporte des clés qui peuvent être utiles à la compréhension de la situation. Donc ça, c'est un élément qui est important. Après, au-delà de ça, il va y avoir tout ce qui va être de la montée en compétence de l'entourage sur l'addiction. Et donc ça peut passer par effectivement des livres, des podcasts, une formation, les associations qui vont former aussi l'entourage, parce que souvent les réactions, on ne peut pas deviner, en fait, c'est pas inné, comment agir face à quelqu'un qui est en situation d'addiction, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, comment ça marche, évidemment, c'est pas inné et personne ne nous l'apprend, donc c'est vrai que c'est là aussi à l'entourage d'essayer, s'il le peut et s'il le souhaite, de se former sur l'addiction, sans oublier, et ça c'est vrai pour tout type d'aidant, le soutien aussi aux aidants, parce que en fait à un moment ça peut être épuisant, ça peut être un facteur de stress, ça peut générer un trouble anxieux, un trouble dépressif, de devoir s'occuper aussi d'un proche. Et là aussi, en fait, en prenant soin de soi, contrairement à cette idée, parce que souvent les proches vivent ça avec de la culpabilité, mais aller bien, c'est aussi aller bien pour pouvoir aider son entourage. Alors, on va citer justement, tu parlais des associations, le phare, l'association Le Phare qui a été récompensée à la soirée à tout soleil, justement pour le soutien aux familles qui font face à l'entrée dans l'addiction d'un de leurs enfants. L'accompagnement des proches, on l'a vu, c'est important, c'est un réel enjeu dans la lutte contre l'addiction et leur formation, comme tu as dit, mais qu'en est-il finalement des professionnels qui entourent tous ces jeunes-là au quotidien? Est-ce qu'ils sont formés, alors professionnels médicaux, bien sûr, mais aussi, on peut parler des professionnels, des profs, des assists, de tout ça. Est-ce que malheureusement, on va dire qu'ils sont insuffisamment formés. Alors les professionnels, heureusement quand même, de la santé mentale et de l'addicto le sont, mais ensuite, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a souvent un déficit d'information qui pourtant ne vient pas d'un manque d'intérêt sur ces questions-là. C'est plutôt quelque chose qui intéresse, qui intrigue, parce que, et c'est aussi pour ça que j'ai fait Pop et Psy, c'est des choses qui font partie de notre société, qui font partie de notre culture parfois. Encore une fois, le vin est inscrit au patrimoine de la culture française, donc ça en dit long quand même sur la place aussi des substances dans notre quotidien. Donc c'est pas un manque d'intérêt, et pour le coup, à la différence parfois d'autres troubles psychiques, la dépression, le trouble bipolaire, la schizophrénie, dans le cadre de l'addiction, personne ne peut dire que ça ne le concerne pas. Je veux dire, tout le monde a déjà été à table avec une bouteille de vin posée dessus, a déjà au collège été entouré de ses camarades qui fumaient du tabac ou autre chose. Donc tout le monde en fait voit à peu près de quoi on parle, et tout le monde est concerné par la question des substances au sens large, et donc quelque part de l'addiction. Donc pour revenir à la question de la formation, c'est vrai que c'est insuffisant. Ce qu'on peut un peu regretter aussi, c'est que c'est encore beaucoup fait aujourd'hui sous le spectre de la répression. Il faut savoir que qui forme les collégiens et lycéens, c'est la police, qui fait une intervention dans les collèges et les lycées pour parler de l'addiction. Et sans offense pour nos collègues policiers, c'est pas des professionnels de santé. Et ils ont une vision du problème qui va être, c'est une grille évidemment, parce qu'on l'a vu, c'est des substances pour certaines d'entre elles qui sont illégales, et donc c'est un sujet judiciaire, mais clairement pas que, quoi. Et la répression, la criminalisation n'a jamais fait bon ménage avec la prise en charge sanitaire. Donc, on peut regretter que ce ne soit pas des soignants qui viennent apporter finalement une lecture là-dessus. Et donc, c'est aussi pour ça, là, encore une fois, que la pop culture, selon moi, elle peut être efficace, parce que finalement, c'est en parlant d'une série comme Euphoria, en parlant d'un film comme Ben is Back, par exemple, avec Julia Roberts sur la place des aidants, c'est aussi une manière de finalement s'éveiller, de s'intéresser à ces questions-là et de se former, là où, pour l'instant, on ne ressent pas un engouement, que ce soit dans le monde éducatif et scolaire, dans le monde de la santé au sens large, dans le monde politique, pour se former sur les questions d'addiction, alors que, encore une fois, elles sont centrales et elles ont des conséquences pour tous. Pensez à poser vos questions. Certaines associations ont été récompensées par À Tout Soleil. Elles ont justement pour projet de former les professionnels. C'est notamment le cas, et on va citer la fondation Ildif à Brest, ou l'association Addiction France-Isère, ils nous regardent peut-être. La sensibilisation, formation, on l'a vu, c'est important, essentiel. Certaines innovations peuvent peut-être aussi
tu parlais tout à l'heure de pièces du puzzle. Est-ce que les innovations peuvent également aider les jeunes? Je pense à justement l'association qu'on a vue sur scène Tremplin 17, qui a été récompensée pour son projet innovant. Ils intègrent la réalité virtuelle dans le traitement des troubles liés à la consommation de substances. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur l'intégration de cette réalité virtuelle dans le processus de soins, ou y a-t-il d'autres inventions médicales, innovations pouvant améliorer cette prise en charge? Bien sûr, la réalité virtuelle, elle est de plus en plus utilisée en santé mentale au sens large et dans le cadre de l'addiction. Pour vous donner un exemple, ce qu'on va faire, c'est par exemple immerger un patient qui est donc en situation d'addiction dans un environnement qui est propice à la consommation. Donc pour par exemple la consommation d'alcool, avec le casque, on va projeter un environnement qui va être celui d'un bar, avec les bruits du bar, avec la vision des bouteilles, de l'alcool, etc. Et travailler sur, les réactions que ça suscite, émotionnelles, mais aussi les réactions physiques. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est de l'envie de consommer? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Parce que souvent, il y a une difficulté chez les personnes en situation d'addiction de lire leurs propres émotions. Et c'est pour ça d'ailleurs que la substance vient un peu écraser tout ça. Parce que si on ne sait pas bien, qu'on ressent quelque chose d'inconfortable, on ne sait pas si c'est de la colère, de la tristesse ou de l'envie, en fait on écrase tout ça avec une substance et on ne ressent plus rien. Donc ça va être travailler ça, travailler aussi des stratégies. Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je vais au comptoir et je demande une boisson sans alcool? Est-ce que je m'extrais de cet environnement parce qu'il est trop nocif et que j'ai l'impression que je ne vais pas gérer? Est-ce que je peux trouver une personne ressource, etc., etc. Et donc ça va être des simulations comme ça qu'on va faire pour permettre à la personne d'expérimenter en temps réel quasiment des solutions d'environnement dans lesquels ils se retrouvent plongés, sinon sans, pour le coup, accompagnement. Donc c'est un outil qui va être très utile. Le petit bémol, c'est que parfois ces environnements ne sont pas exactement, c'est compliqué, représentatifs de l'environnement de la personne. Le bar, c'est un bar standard. Alors même s'ils ont fait beaucoup de progrès là-dessus, pour que par exemple le supermarché ressemble au supermarché de la personne, le bar chez lui, etc. Donc il y a de plus en plus quand même maintenant d'efforts qui sont faits là-dessus. Donc ça va vraiment être un outil en plus des autres dans le rétablissement des personnes concernées. D'autres exemples d'innovation? Alors, ça va se situer plutôt au niveau de la psychothérapie, plutôt que les médicaments. C'est vrai que de plus en plus, tout ce qui va être la méditation pleine conscience, dont on parle beaucoup, a aussi des applications dans le cadre de la maladie addictive. Et puis après, pour tout ce qui va être innovant, alors c'est un peu au balbutiement, mais probablement que l'IA va pouvoir aussi permettre à un moment d'aider certaines personnes. Pour le coup, c'est plutôt pour la santé mentale au sens large, mais il y aura probablement des déclinaisons aussi en addictologie. On n'a pas parlé d'acupuncture, ça peut être une solution. Ça peut être une solution, ça peut être là aussi. Alors, disons que pour tout ce qui va être médecine dite parallèle ou d'accompagnement, moi, en tant que clinicien, je vais demander à la personne ce qu'elle fait, si elle l'utilise, auprès de qui elle le fait. Combien ça lui coûte, parce que malheureusement il y a pas mal de dérives qui existent, et si c'est compatible avec le reste des soins, et si toutes ces conditions-là sont réunies, je n'ai aucun problème si vous avez l'impression que ça vous aide. Souvent les personnes vont essayer. Alors il peut y avoir l'acupuncture, il peut y avoir l'hypnose aussi qui a pas mal le vent en poupe, qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais qui dans certains cas fonctionne plutôt bien. Alors c'est rarement aussi miraculeux que ce que les patients imaginent, mais parfois ça peut aider, donc encore une fois, pourquoi pas. Après, il y a des choses qui sont un peu plus charlatanesques, pas plus tard que hier. Un patient m'a parlé d'un laser. Alors, il me dit, oui, vous connaissez le laser? Un ami m'en a parlé. Je dis, bon, non, je ne connais pas le laser. Et donc, c'est un laser qu'on mettrait dans l'oreille et qui enverrait une lumière de type laser et qui permettrait de guérir toutes les addictions. Bon, je vais dire, écoutez, si ça existait, ce tel laser, on en aurait entendu parler. Et en l'occurrence, le laser, ça coûte extrêmement cher. Donc, il parlait du coup d'un ami à lui qui l'avait fait et qui lui en parlait. Et je lui dis, bon, honnêtement, je n'y croyais pas beaucoup. Donc, je ne suis pas encore allé voir sur Internet ce qu'il en retourne exactement. Mais d'emblée, ça paraît plutôt un abus et plutôt une escroquerie, quoi.
Alors, avant de répondre aux questions, à vos questions, on vous rappelle que Soleil a soutenu donc 15 associations cette année luttant contre les pratiques addictives. Certaines ont été citées durant ce webinaire, durant notre échange. J'aimerais aussi également, pour n'oublier personne, pour n'oublier aucune association, citer CAST, CIRCEA, le CRIPS Île-de-France, la Fondation Edith Seltzer, l'Arbre des connaissances et le Centre des Watts pour leurs projets innovants et leur implication dans la lutte contre les addictions. En tous les cas, bravo à vous tous et bravo pour le travail que vous accomplissez tous les jours sur le terrain. Jean-Victor, tu as été le grand témoin de cette édition. Tu as partagé ton expertise à nos côtés, à l'occasion des webinaires, mais aussi à l'occasion du jury, parce qu'il fallait bien sélectionner 15 associations, ce qui a été quand même assez difficile aussi. En quelques mots, que penses-tu justement de ce travail des associations dans la prise en charge, des associations que tu as vues, des dossiers que tu as eu en main? Qu'en penses-tu dans cette prise en charge des jeunes addicts? J'ai trouvé que la diversité des sujets, des solutions proposées était très enthousiasmante. À la fois, il y avait une diversité sur les projets, sur la manière de le mener, sur aussi la répartition géographique. Parce que moi, exerçant à Paris, je n'ai pas forcément conscience de tout ce qui se passe sur tout le territoire, parce qu'on l'a vu en dehors des solutions numériques. L'essentiel des soins, ils vont être ancrés localement, sinon ça n'a pas de sens. Donc c'est vrai que j'étais agréablement surpris de l'énergie et de l'innovation qui en découlait sur un aspect, un domaine qui était courageux d'aborder. Les addictions, on l'a vu, on en a parlé, ça fait peur, ça suscite des réactions de rejet, c'est pas très bien connu. Donc bravo aussi d'avoir mis le projecteur dessus. Et notamment, le nombre de projets montre bien qu'il y a effectivement de l'innovation, il y a de l'engagement, et que contrairement à une idée reçue, il se passe des choses en santé mentale. Il y a plein d'initiatives qui ne demandent qu'à être soutenues, aidées, accompagnées. Et c'est vraiment le projet d'Atout Soleil. Donc, j'étais ravi de cette expérience-là. On a été ravis que tu sois à nos côtés. Alors, on va peut-être découvrir la première question. Alors, faut-il interroger régulièrement un proche qui a démarré une démarche de prise en charge, et de quelle manière, sans être intrusif? C'est une très bonne question. Je pense que l'idée, ça va être en fait de dire à la personne, déjà honnêtement, de la féliciter, parce que c'est courageux de commencer une démarche, une prise en charge, et que ça, on l'oublie souvent. Donc, je trouve ça important de remettre l'accent sur le fait de dire, bravo, c'est courageux d'entamer une démarche. Et ensuite, plutôt que de demander régulièrement, parce qu'il peut y avoir un petit côté compte rendu, alors, qu'est-ce que tu as dit aujourd'hui à ton psy ou à ton professionnel, mais en revanche, de montrer qu'on est complètement à l'aise pour en parler, et de dire, si tu souhaites m'en parler, moi je suis à l'aise avec ça, parce que souvent, ce qu'on voit quand il y a un manque de communication, c'est que la personne se dit « Ah, je ne vais pas en parler, je ne vais pas te demander de nouvelles parce que je ne veux pas être intrusive. » Et de l'autre côté, la personne se dit « Ah, je ne vais pas surcharger mon entourage en racontant mon parcours de soins, etc. » Donc, juste de dire « En fait, moi, je suis disponible pour en parler. Je suis là pour t'aider si besoin. Et n'hésite pas à m'en parler. » Comme ça, au moins, la personne se sent soutenue sans être effectivement dans quelque chose qui pourrait être intrusif. Alors, la question suivante qui nous est proposée. Alors, je vais en profiter en attendant que ça arrive. Alors, c'est à huis clos aujourd'hui, c'est à huis clos normalement, mais on a une personne dans la salle qui avait une question à poser. Je vais aller voir. Comment faire prendre confiance à un proche qu'il devrait consulter? Ça, c'est une très bonne question, et qui est évidemment, quelqu'un qui est plutôt dans le déni. Effectivement, qui n'est pas simple, notamment de manière générale, parce qu'ensuite, il va falloir vraiment s'adapter à la personne. Mais l'idée, ça va être de à la fois partager ses inquiétudes personnelles, dire j'ai l'impression, plutôt que d'être dans l'accusation, de dire moi j'ai l'impression que ça ne va pas en ce moment, j'ai l'impression que ta consommation t'échappe, j'ai l'impression que tu vas moins bien, et d'essayer d'accompagner la personne dans la prise de conscience et du coup la mise en place de solutions. Notamment, c'est vrai que ça peut être
avec, on va dire, tout un éventail. En général, quand il y a un problème de substance, il y a des répercussions sur le travail, sur la vie personnelle, sur la vie intime, sur la vie sociale, la vie amicale, etc. Et de montrer qu'en fait, il y a plusieurs facteurs qui font que ça devient un problème. Ouais, sur une personne qui est dans le déni, c'est assez tout compliqué. Ouais. Comment faire prendre conscience en proche qu'il devrait consulter, on l'a vu. La question peut-être qu'on a dans le public. Oui, je voulais mettre l'accent vraiment sur le soutien qu'il faut pour te présenter, juste pour te présenter. Alain Courteau, je suis bénévole sur le terrain depuis une trentaine d'années auprès de personnes qui sont dans la rue et en usage de drogue multi, cumul, alcool, héroïne, crack, Subutex, tout. Et oui, j'ai vécu moi les débuts du sida et de la mise en place des programmes d'échange de seringues, etc. Et puis de substitution. Et Médecins du Monde était tout content avec ses bus méthadone, etc. Et un an après, ils ont dit mais ça ne suffit pas de remplacer les manques du produit d'héroïne, etc., par de la méthadone. On a 30% de nos usagers qui sont devenus addicts à la cocaïne parce qu'ils ne pouvaient plus se défoncer à l'héroïne, donc ils sont tournés vers la cocaïne. Parce que comme vous disiez tout à l'heure, docteur, ils n'ont plus à rechercher le produit. Sauf que la vie de ces gens-là, c'est 24 heures par jour rechercher le produit pour même plus se défoncer, ne plus être malade, parce qu'ils souffrent du manque. Et quand on donne la méthadone, on n'a plus besoin de chercher le produit, mais qu'est-ce qu'on fait de 24 heures par jour? Un Médecin du Monde leur mettait la télé et leur proposait de jouer au Scrabble, mais ça ne suffit pas. Et je voulais mettre l'accent sur les associations d'autosupport, notamment Narcotiques Anonymes, Alcooliques Anonymes, etc. Et je connais pas mal de gens qui disent, quand il n'y a plus personne, quand tout est fermé, eh ben je sais que je peux toujours appeler à quelqu'un qui connaît le problème, parce qu'il l'a vécu. Donc ça, c'est très important. Il y a d'ailleurs moins de réunions alcooliques anonymes par rapport aux États-Unis aussi. Alors, disons que la place aux États-Unis, elle est essentielle parce que... Dans tous les films, on voit ça, non? Exactement, dans tous les films, on voit ça, mais aussi parce que c'est gratuit et qu'aux États-Unis, les soins en addictologie coûtent extrêmement cher. C'est 200 à 300 $ la consultation avec un addictologue, donc forcément, c'est loin d'être accessible à tous. Et après, en France, il y a vraiment tout un maillage. Effectivement, c'est bien de le rappeler au rang des associations. C'est qu'on a parlé surtout des associations qui ont été primées, mais effectivement, tout ce qui va être la pérédance où les alcooliques anonymes et narcotiques anonymes ont été extrêmement avant-gardistes et que maintenant, finalement, ça tend à se développer dans d'autres sphères que l'addiction. Et c'est vrai que, à la différence des autres choses, il y a cette accessibilité, c'est gratuit, c'est anonyme. Le fait que, alors c'est vrai, notamment à Paris, encore une fois parce que j'exerce à Paris, mais il y en a sur tout le territoire, mais c'est vrai qu'à Paris c'est vertigineux de voir le nombre de réunions qu'il y a. Il y a des réunions en anglais, il y a des réunions en italien, il y a des réunions pour les femmes, des réunions pour les personnes LGBT, enfin c'est vertigineux, en ligne, en présentiel, etc. Et ça c'est vrai que c'est un vrai support soutien. Et puis évidemment la force en fait du témoignage et de l'aide d'une personne qui a été elle-même confrontée à des problèmes d'addiction, qui évidemment là aussi ça va être complémentaire d'une parole médicale, mais c'est vrai que c'est néanmoins essentiel et souvent très puissant parce que la personne qui va dire en fait tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution, que tu n'y arriveras pas, etc. Mais moi je pensais pareil et aujourd'hui ça fait 1 an, 5 ans, 10 ans que je suis abstinent. C'est vrai qu'en termes de projection et de message d'espoir, d'optimisme, il n'y a pas de plus puissant, avec aussi justement la levée de toute cette stigmatisation, la culpabilité, etc. Donc c'est vrai que moi c'est quelque chose que je conseille quasiment systématiquement aux patients que je suis, d'aller au moins une fois voir. Après, comme toute solution, pour certains ça va être très adapté, d'autres ils vont dire non, je ne me suis pas senti à l'aise, parce que c'est vrai que, et c'est là qu'on voit le format américain, il y a ce côté qui peut être assez impressionnant
de dévoilement de soi, de raconter son histoire à des inconnus. Et c'est vrai que là-dessus, force est de constater que les Américains sont quand même beaucoup plus à l'aise dans ces exercices de storytelling, de se raconter son histoire à des inconnus, qu'en France où on a quand même moins cette culture-là. Mais néanmoins, effectivement, c'est très bien, je vous remercie, comme ça on a pu en parler. Vous voulez compléter peut-être Non, je voulais parler, oui, de la prévention dans les collèges et lycées faite par la police, qui arrive en disant faut pas prendre de la drogue parce que c'est mauvais pour la santé et c'est illégal. Moi, quand je faisais des préventions, je disais attention, n'y touchez pas parce que vous risquez d'aimer. Et c'est très dur d'en sortir. Et en plus, ça décrédibilise le discours des adultes, parce que quand un jeune va essayer le shit ou la cocaïne, alors la shit, il va être super détendu, dire mais mes parents, ils m'ont raconté n'importe quoi, je suis super bien une fois que j'ai fumé, ou avec la cocaïne, on est le roi du monde. Voilà, donc il n'écoute plus les adultes après. Si la prévention est mal faite, c'est dramatique. Très bravo pour votre action. Quel suivi faut-il mettre en place auprès des personnes débarrassées de leur addiction une fois l'accompagnement terminé? Là aussi, alors souvent, il va quand même y avoir la psychothérapie qui est quasiment indispensable. Alors après, certaines personnes ne souhaitent pas forcément, ou il y a aussi des questions de moyens, parce que malheureusement, on l'a vu, elle est assez mal remboursée si ce n'est pas dans un XAPA, puisque là c'est gratuit. Toujours est-il que la psychothérapie est souvent indispensable à la personne pour qu'elle continue son chemin et qu'elle continue à comprendre en fait d'où viennent et comment travailler les vulnérabilités qui ont fait qu'à un moment il y a eu l'addiction. Après, ça peut être évidemment aussi les associations et notamment, c'est vrai que ça on le voit de plus en plus, au-delà des associations type AANA, donc Alcooliques Anonymes, Narcotiques Anonymes, tout ce qui est la péridance pour certaines personnes, où en fait ils vont assortir leur savoir dit expérientiel, donc leur connaissance de la maladie, de connaissances et d'une formation universitaire pour quelque part exercer aussi et en faire un métier de finalement aider les autres à partir de son vécu. C'est assez nouveau, bon, en tout cas en France, ça a une 10-15 d'années maintenant, mais c'est une solution qui est très intéressante, qui peut aussi finalement permettre à la personne de retrouver un peu aussi parfois une place quand ça a été compliqué de sortir de l'addiction, avec ensuite pour toutes les autres solutions dont on a déjà parlé, le travail, retrouver un tissu social, etc. etc. On parle des réunions alcooliques ou addicts anonymes. Est-ce qu'il existe des aidants, des réunions d'aidants anonymes pour échanger entre aidants? Alors, je crois qu'il y a certains groupes qui sont pour les aidants, mais dans les groupes, parce que évidemment, il y a là aussi plein de types de réunions de AANA, mais dans les réunions, on va dire un peu traditionnelles, c'est que les personnes concernées. Parce que justement, c'est aussi l'idée de dire que c'est un espace où il n'y a que des personnes concernées, qui du coup est considéré comme un espace safe, et que si on accepte par exemple des personnes qui viennent un peu par curiosité ou qui n'ont pas de rapport, je crois qu'il y a certains groupes effectivement de soutien, mais je ne crois pas que ce soit vraiment AANA qui fasse des groupes spécifiques pour les aidants. Allez, le temps passe trop vite. Quels sont les obstacles les plus fréquents à l'accès aux soins pour les personnes dépendantes à une substance ou à un comportement? Le déni. C'est une question là aussi qui est difficile, mais il va y avoir effectivement le déni, il va y avoir aussi parfois l'accès aux soins qui est compliqué, et aussi très souvent les stéréotypes liés à la maladie. Aller voir un addictologue, ça veut dire qu'on est une personne addicte, voire qu'on est un toxicomane. On en avait un petit peu parlé, il me semble, chez les femmes, il y a encore plus ces stéréotypes négatifs. La première barrière que les femmes en situation d'addiction citent pour ne pas consulter, vraiment ce qui les empêche de consulter, ça va être la crainte de perdre la garde des enfants. Donc on voit bien qu'il y a des stéréotypes sur les personnes concernées qui sont encore dévastateurs et qui en tout cas sont parmi les principaux obstacles d'accès aux soins. Une autre question? Comment accompagner une personne qui vit une abstinence malheureuse? Alors là aussi, vaste sujet, mais l'idée, ça va être, et un petit peu comme on a entendu dans l'intervention tout à l'heure, ça va être d'aider la personne à retrouver aussi parfois un sens à son existence, et notamment,
on le sait en fait, ce qui est assez compliqué dans l'addiction, c'est qu'il y a une telle décharge, notamment de dopamine et de ressenti de plaisir lié à la consommation, que sans finalement ça, tout le reste va paraître un peu terne. Les autres sources de gratification qui vont être l'apprentissage, la sociabilité, mais aussi la nourriture, la sexualité, qui sont des sources de plaisir, mais qui, en fait, comparées à la décharge que va susciter une injection d'héroïne, peuvent paraître complètement mornes. C'est un petit peu là aussi, pour reboucler avec la pop culture, c'est ce qu'on voit dans le documentaire sur Amy Winehouse, où en fait, le moment où elle a enfin un Grammy Award qui était vraiment son rêve et la consécration en tant qu'artiste, c'est un moment dans lequel elle est en début d'abstinence et elle dit en fait je ressens rien, je suis même pas heureuse. Enfin, c'est assez vertigineux de voir ça et là aussi ça montre la complexité du parcours et notamment qui doit être assez long en général, d'où l'idée pour le coup d'accompagner en psychothérapie, mais aussi de favoriser aussi la réinsertion des personnes concernées, de finalement qu'ils sortent du stigma dans lequel ils sont et qu'ils puissent reprendre un travail, un rôle social, une socialité, etc. Docteur Jean-Victor, un grand merci pour tous ces éclairages à l'occasion de ce webinaire et des deux autres. Merci aussi bien évidemment à toutes les associations qui ont participé à l'édition 2024 d'Actu Soleil. Alors, vous pouvez bien sûr revoir ces webinaires. Ces webinaires sont disponibles sur la chaîne YouTube de Nos épaules et vos ailes. N'oubliez pas aussi de vous rapprocher de ces associations-là ou des professionnels si vous avez autour de vous un proche confronté. L'édition, on l'a vu tout à l'heure avec Kali, nous a informé, l'édition Actu Soleil, bien sûr, 2024 se clôture. Mais prochainement, la 18e édition, nous connaîtrons le thème pour 2025 qui sera dévoilé le 7 avril prochain. Mais pour le découvrir, pour patienter d'ici là, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter. Un grand merci. Exactement. Merci beaucoup. Merci Philippe, merci à toutes les équipes. J'étais ravi de cet engagement et de cet accompagnement au long cours. 3 séminaires, effectivement, une soirée, un jury. C'était vraiment très chouette de partager tout ça ensemble. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez suivre aussi sur les réseaux sociaux Culture Pop et Psy. C'est là où vous aurez toutes les actualités justement sur ce qui se passe au cinéma, les chroniques et aussi les actualités sur le festival. Et j'espère vous revoir à très vite. Au festival. Merci docteur. Merci à tous. À très vite.